Mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien à la maison. Je me présente, mon nom est Massimayou et aujourd'hui, on se retrouve dans un live Facebook pour parler d'argent, pour parler de finances et ce, sans aucun tabou. Mais juste avant de commencer, une petite danse. Un petit peu malaisant, je comprends, mais c'est pas grave. D'ailleurs, sachez que si vous écrivez des questions dans les commentaires, vous pouvez gagner 500 $ à investir chez Service d'investissement Féric. On est là pour ça, on est là pour participer. Donc voilà, d'ailleurs, on n'est pas seul, on est accompagné d'un expert. Je vous présente Nicolas Saman, qui est planificateur financier depuis 2008, depuis plus de 10 ans, et qui est vice-président adjoint au développement des affaires chez Service d'investissement Féric. Comment ça va, Nicolas? Ça va super bien, Massi. Et toi? Ça va super bien. Écoute, parle-moi un peu de ce que tu fais chez Service d'investissement Féric. C'est une excellente question. Ce que je fais chez Féric, moi et mon équipe, on a deux mandats. Un, on doit développer tout le côté collectif. Donc, on parle de collectif avec des firmes de génie, des entrepreneurs dans le monde du génie, et aussi la partie des étudiants, les universités, la stratégie jeunesse dans laquelle on est ici aujourd'hui pour travailler là-dessus. Donc, c'est ça qu'on fait en gros. Puis, en même temps, j'en profite, j'invite à toutes les personnes à poser vos questions dans le chat ou si vous allez voir apparaître en bas de l'écran un code QR qui va vous permettre de prendre un rendez-vous avec un de nos conseillers avec l'application Calendly. Donc, pour toute question, là, on est là pour y répondre. Donc, ne soyez pas gênés. Puis toi, Massi, as-tu des projets qui s'en viennent bientôt? J'ai pas vraiment de projets qui s'en viennent bientôt, mais j'ai déjà eu des gros projets au niveau financier. J'ai déjà acheté mon premier condo, puis au niveau de la mise de fonds, ça a été vraiment difficile d'économiser pour la mise de fonds. Je pensais pas que le monde des adultes était aussi difficile. Oui, c'est ça. Mais je suis sûr que tu n'es pas le seul parce que mettre de l'argent de côté, c'est pas toujours évident. Puis c'est quelque chose qui n'est pas facile nécessairement à faire, surtout quand on est étudiant. Non, exactement. Mais au niveau de l'épargne, moi, je dois t'avouer, je trouve ça pas super facile. Je sais que toi, tu es planificateur financier, que c'est super intuitif, mais moi, j'ai un petit peu de la difficulté à épargner. J'ai de la misère à faire, à paramétrer un peu mes affaires. Je suis quelqu'un qui improvise beaucoup, je dirais. Oui, mais tu n'es pas le seul. Beaucoup de monde ont cette vision-là. Et puis, ce qui est important, en fin de compte, c'est d'avoir un plan, c'est d'avoir quelque chose pour te guider. C'est la meilleure façon de le faire, en fin de compte. Non, tout à fait. Mais en même temps, qui dit planification dit chiffres. Et moi, les chiffres, ça me stresse un peu. Encore une fois, toi, tu es planificateur financier, c'est ton travail. Mais moi, je ne suis pas planificateur financier. Et les chiffres, ça me stresse. Je ne sais jamais quoi vraiment faire avec ça. Pourtant, j'étudie en ingénierie. Okay, ça, c'est... Ouais. Mais une fois qu'on met des chiffres avec argent, ça... mon cerveau fait... Donc, voilà. Comme je t'ai dit, tu n'es pas le seul. Le but de ça, c'est... Des fois, c'est stressant, oui, mais il faut le prendre avec une approche qui est plus facile, en fin de compte. Il faut prendre le temps de regarder les chiffres, il faut prendre le temps de regarder qu'est-ce qu'on veut faire. Non, tout à fait. Tu as raison, Nicolas. Mais écoute, on a une question du public. Je vais t'interrompre. Ça dit, c'est pas toujours facile d'épargner quand on est à l'école. Combien on devrait mettre de côté par année? Bien, ça, c'est une bonne question, parce que quand on est aux études, il y a différentes situations. Il y en a qui vont être à l'école à temps plein, donc ça veut dire qu'ils vont peut-être pas pouvoir travailler, donc ils sont sur des prêts et bourses. D'autres vont travailler à temps partiel, mais ils ont quand même un loyer à payer des fois. D'autres vont habiter chez leurs parents. Donc, c'est toujours un peu plus difficile des fois d'avoir ce côté épargne, je te dirais, quand on est étudiant. Mais qu'à cela ne tienne, quand tu vas graduer, quand tu vas commencer à travailler, à avoir un revenu un peu plus stable, je dirais la bonne règle de base, si tu veux avoir une bonne idée où tu t'en vas, vise un 10 %. Le 10 % devrait te permettre de regarder pour le côté épargne, plus tu commences tôt, plus ça va être facile à le faire. Puis en même temps, on l'a vu là, dans la dernière année et demie, il y a eu des imprévus, bien, ça te permet d'avoir ce coussin-là qui est si important. Non, tout à fait. Moi, je n'ai pas encore fixé personnellement la règle du 10 % qui est super intéressante, mais il y a une chose que je comprends déjà dans le monde des finances, c'est que l'argent, ça peut vraiment être un outil. Parce que l'argent, on vit dans une société où ça parle toujours d'argent, il y a de l'argent, tout ce qui se passe, c'est de l'argent. Donc, ça peut être un outil pour s'élever, pour faire des beaux projets, puis toujours continuer à aller plus loin. Oui, tu as bien raison, c'est vrai. J'ai l'impression que tu as la fibre, entrepreneuriale, que tu as le goût de prendre un peu plus peut-être de risques à ce niveau-là. Puis, en bout de ligne, l'épargne, le seul objectif que ça a vraiment pour toi, à ton point présentement, c'est que ça va te permettre de financer tes projets, qu'ils soient grands ou petits. Même si tu n'as pas une idée d'un projet actuel, bien, ça te permet en fin de compte d'aller dans la bonne direction.
Mais tu veux savoir, quand tu parlais d'entrepreneur, moi, au début, je ne savais pas que j'étais entrepreneur. Je ne savais pas que j'avais ce tempérament-là, mais c'est en continuant à faire des risques de plus en plus grands que j'ai découvert qu'au final, il y avait un retour sur investissement, que ce soit un projet créatif, etc., etc. D'ailleurs, parlons de projet. On a demandé au public s'ils ont commencé à épargner pour un projet, et on vous présente ça à l'instant. Super. Est-ce que mes études, ça compte? Bon, ben oui. J'ai commencé à épargner. Pour un projet en particulier, non. Je pense que je garde en tête le long terme. Ben oui. En fait, j'ai ouvert un compte CELI l'année dernière que je commence à mettre de l'argent de côté pour peut-être m'acheter une voiture ou faire autre chose dans le futur. J'épargnais depuis 2 ans environ pour l'acquisition d'un condo avec mes parents. Mais à part ça, quand j'épargne particulièrement, c'est vraiment pour voyager. Oui, j'ai un compte épargne que je voulais utiliser pour faire des voyages. Mais à cause de la pandémie, j'ai un peu dilapidé tout l'argent qu'il y avait dans ce compte-là. Mais il est encore là et je vais le réutiliser plus tard. Oui, ça fait un bon moment que j'ai commencé à épargner en tant que tel. C'est sûr que dans le futur, j'aimerais ça avoir une maison. Je suis pas vraiment dépensière. Je vais réfléchir avant de faire un achat. Puis là, s'il me reste de l'argent après tout ça, ben là, je vais peut-être me permettre un voyage ou quelque chose. Mais j'ai jamais vraiment comme économisé, donc restreint mes dépenses pour un but spécifique. Je suis plus à la va comme je te pousse, là. Écoute, je ne sais pas pour toi, Nicolas, mais je suis quand même assez impressionné. Je ne savais pas que moi, les jeunes avaient des projets avec l'argent. Moi, personnellement, ça m'a pris du temps à en avoir. Fait que je suis assez impressionné, je dirais. Oui, je trouve ça intéressant parce qu'il y a beaucoup des projets, peu importe l'âge, je dirais qu'ils reviennent souvent. Auto, maison, voyage. Donc, c'est un peu commun. Moi, je trouve ça beau de voir là, les projets qu'ils ont. Puis en même temps, ça va être super intéressant à voir les résultats qu'ils ont donnés, là. Comme vous pouvez le remarquer, Nicolas est habitué d'entendre parler de gens qui parlent d'argent. Il est planificateur financier, donc n'hésitez pas dans les commentaires. D'ailleurs, je vous le rappelle, chaque question pourrait vous rapporter 500 $ dans le fond à investir chez Service d'investissement Férique. En petit rappel, je dis ça, je dis rien. En fin de compte, comme c'est des bonnes questions qu'ils ont posées. Puis, des fois, c'est pas toujours évident de savoir où commencer, par où partir. C'est beau avoir un projet, mais il faut des fois penser à qu'est-ce qu'on peut faire, c'est quoi les trucs qu'on pourrait faire. Puis, des fois, quand je pense à ces jeunes-là, des fois, on se pose la question, on va sûrement l'avoir éventuellement, c'est quoi les trucs pour arriver à planifier le tout? Je te dirais principalement, le premier point, c'est d'avoir un objectif clair. Donc, un projet clair, quelque chose qui est tangible, qui a une date, qui a un montant, donc quelque chose qui est facilement envisageable, puis qui est réaliste aussi, c'est sûr. Je te dirais aussi avoir de l'épargne périodique, planifier d'avance. Des fois, c'est toujours plus facile quand mettre des plus petits montants, c'est plus facile que de sortir un gros montant d'un seul coup. Donc, ça peut aider. Des fois, choisir dans quel type de compte on va vouloir mettre l'épargne. Est-ce que je mets dans un REER, dans un CELI? On va expliquer un peu ça un peu plus tard dans la conversation, mais voir comment tout ça peut aller. Mais tu sais, en bout de ligne, là, tout ça, ça m'amène à un point. Puis des fois, c'est un mot, on dit ça en tabou, mais on va dire c'est un mot un peu de tabou. On parle de budget, là. Oh non, pas le budget. Ouais. Oh, là, tu me parles de budget. Écoute, moi, je te l'ai dit, j'improvise dans la vie. Parce que je te dis, si je faisais un budget, Nicolas, moi, je découvrirais que je dépense beaucoup trop. Je m'en vais dans un café, j'étais avec 4 amis, je paye pour les 4 amis. Je ne suis pas quelqu'un qui calcule trop, qui fait un budget. Moi, je suis quelqu'un qui est social. Je vois l'argent comme quelque chose de social. Je ne sais pas, le budget, tu me dis ça, moi, non, ça ne me tente pas. Peut-être que tu n'es pas à l'aise avec le budget parce que tu apprendrais que tu dépenses peut-être un peu plus que tu voudrais. Ça se peut aussi, puis tu n'es sûrement pas le seul, là. C'est un peu, comme je te dis, c'est le mot que nous, on n'aime pas vraiment entendre. Mais en fin de compte, entre toi et moi, je pense que faire un budget, veux pas, ça peut être simple. Ça peut être simple, mais du moment où j'ai fait un budget, tu es d'accord avec moi que je dois le regarder à chaque mois, donc je m'ajoute une tâche? Oui et non. Mais ce que j'aimerais, là, j'aimerais voir qu'est-ce que nos étudiants ont à ce sujet-là, parce que ça m'intéresse beaucoup de savoir. Vox Pop, as-tu un budget? Non, j'ai pas de budget. Parce que je le suivrais pas si j'en avais un, je pense. Oui et non. Je regarde un peu qu'est-ce que je dépense comparé à mes revenus. Peut-être une fois par mois, une fois par 2 mois. Bien, en partie, mais c'est pas des montants extrêmement fixes. Mettons une fois par mois. Pas mal dans un cahier à la main chez moi. Oui, j'en ai un. Dans le fond, je le fais à chaque fois que je reçois une paye. Alors souvent, à chaque 2 semaines, quand je fais mes factures. Je fais attention à mes dépenses et tout, mais sinon, non, j'ai pas de budget. Ouais, j'ai un budget.
surtout pour gérer mes dépenses d'épicerie, mes sorties, tout ce qui est en lien avec l'appartement, les assurances, etc. J'essaye de budgétiser pour mes sorties, pour mes investissements au long terme, pour essayer de garder un petit coussin de sécurité. J'ai pas vraiment de budget dans la vie parce qu'à date, j'ai pas vraiment eu besoin de prévoir mes dépenses plus qu'il faut. Là. Pas vraiment. J'essaie de me faire un budget, mais je respecte jamais, en fait. Donc, je veux dire oui, théoriquement, mais en pratique, c'est compliqué. Bon, tu vois, moi, c'est pareil comme la dernière fille. Moi, c'est en théorie, oui, je fais un budget, mais en pratique, pas vraiment. Donc, tu vois, je suis pas le seul, Nicolas. Tu peux pas me crier dessus. Non, t'en fais pas. Le voyage de moi de vouloir te crier dessus, mais ce que j'ai remarqué, c'est ceux qui le font sont vraiment fiers. Tu le vois tout de suite. Oui, j'en ai un. Puis ceux qui l'en font pas, qui n'en voient pas l'intérêt, ont un peu la même réaction. Puis ça, c'est peu importe l'âge. C'est « Ah oui, je sais que c'est important, mais en même temps, ça prend du temps. » Est-ce que tu es en train de me viser, Nicolas? Non, du tout. Il est en train de me viser, tout le monde. Non, moi, je veux savoir, tu dis que tu n'aimes pas le budget, mais c'est quoi, toi, ta relation? Est-ce que tu en fais un? Est-ce que tu as un registre? As-tu quelque chose que tu utilises? Je te dirais que la chose qui se rapproche le plus d'un budget pour moi, c'est une petite feuille de papier, sur laquelle j'écris tous mes projets. Donc, je me dis, pour ces 2 prochaines semaines, j'aimerais ça m'acheter une nouvelle caméra. Pour le prochain mois, je pense que j'ai besoin d'avoir un meilleur logiciel de montage, etc., etc. Des fois, c'est des moins gros projets. Des fois, c'est des mois qui sont plus calmes, où j'ai moins d'entrées d'argent, donc j'ai moins de dépenses aussi. Donc, tu sais, je suis travailleur autonome, donc c'est juste ma petite feuille qui me permet de survivre là, en tant que travailleur qui n'a pas de paye fixe. OK, oui, je comprends. Ah, attends, qu'on a une question du public. Est-ce qu'on doit le faire tous les mois? Alors, c'est une bonne question. On ne doit pas faire notre budget à tous les mois. La plupart du temps, le budget, c'est un exercice qui se fait de façon annuelle, mais on veut le réviser. Parce que l'important, c'est que tes choses évoluent. Comme tu as dit, tu es étudiant, tu es travailleur autonome, tu as des rentrées d'argent différentes des fois, donc c'est toujours bien de le réviser de façon sporadique. Oui, mais en même temps, ça peut vraiment varier. Est-ce que je mets mon sac de chips? Est-ce que je mets un imprévu financier? Est-ce que, voilà, ma toilette bouche dans le condo, je dois appeler un plombier? Ça, j'aurais pas pu prédire l'avenir. Je suis pas devin. Qu'est-ce que je dois mettre exactement? Non, tu as bien raison. Puis pour beaucoup de monde, c'est ce côté-là, des fois, qui est l'imprévu ou le variable qui est difficile à budgéter. Mais tu sais, quand je te disais tantôt que ça peut être simple, il y a 2 points qu'il faut regarder. C'est tes entrées, donc, qui est ton revenu, ce que tu gagnes, et les sorties, les sortants. Donc, beaucoup de monde connaissent certains sortants qui reviennent à chaque mois ou à chaque année ou à chaque 2 mois. Donc, c'est facile de budgéter, par exemple, ton loyer ou ton hypothèque ou ton téléphone cellulaire ou ta câble de distribution. Donc, il y a des coûts qui sont assez fixes, qui sont faciles. Donc, pour beaucoup de monde, faire cette partie-là du budget, c'est la partie facile. Ce qui est plus difficile, comme tu viens d'expliquer, c'est un peu le côté variable. Donc, sortir au restaurant, ton alimentation, ton habillement. Donc, ça, c'est toutes des questions de choix rendues là. Donc, si toi, tu sais que tu aimes sortir avec tes amis, bon, tu vas peut-être allouer plus à ce côté-là que ton habillement, par exemple. Donc, ça, c'est à toi à décider. Parce que tu vas vraiment le suivre à la lettre. Ça, c'est un choix personnel. Je pense que pour beaucoup de monde, avoir une bonne idée globale d'où ils sont, c'est ça la clé. Puis maintenant, il y a plein d'outils là, qui existent. Ce n'est pas juste un morceau de papier. Ah, mais justement, Nicolas, je me sens un petit peu attaqué. C'est beaucoup plus que qu'est-ce qu'il y a sur ma feuille de papier. Oui. Mais écoute. D'ailleurs, question du public. Est-ce qu'on doit souvent revoir son budget? Comment on fait pour s'assurer qu'il est encore adapté? Tu parlais que le budget, c'est un document qui est évolutif, qui est dynamique, mais c'est quoi la technique? C'est quoi le comment? On connaît le pourquoi, mais le comment? Oui. Donc, comme la personne m'a posé la question, c'est excellente parce que ton budget il va évoluer. Par exemple, aujourd'hui, tu es peut-être célibataire, tu as ton condo, par exemple, c'est parfait, mais là, tu as peut-être rencontré quelqu'un, tu as peut-être un gros contrat qui s'en vient. Donc, ça pourrait changer. Des événements de vie qui font qu'il y a des changements qui peuvent arriver. Fais-moi pas peur. Non, mais je ne fais pas. C'est la réalité, ça pourrait arriver. Et non seulement ça, une fois que ces changements de vie-là arrivent, tu veux le réviser à ce niveau-là. Pour répondre à ta question à toi, qui était autre que le morceau de papier, bien, il y a plusieurs maintenant. Il y a des chiffriers Excel, bien sûr, mais il y a des applications qui se font aussi maintenant. Tu peux voir sur ton téléphone cellulaire. Beaucoup d'institutions financières, quand tu utilises leur compte de banque et ou leur carte de crédit, bien, ils peuvent te détailler les transactions que tu utilises et les mettre dans un côté comme habillement ou nutrition, quoi que ce soit. Fait que déjà, il y a beaucoup d'institutions financières qui t'aident à planifier ton budget. Mais j'aimerais te relancer avec une question. Là, on parle de budget, on parle d'outils pour faire le budget, mais pourquoi? Pour aller vers quoi exactement? T'sais, il doit y avoir un phénomène, quelque chose. Pourquoi est-ce que c'est si important, les finances? Est-ce qu'il y a une finalité derrière tout ça? Ultimement, là, si tu as un plan et si tu as ton budget, tu vas sûrement être capable d'atteindre ton autonomie financière. L'autonomie financière, bien sûr que je sais c'est quoi. Oui, hein? C'est quoi l'autonomie financière? Tu sais quoi? Avant de répondre,
allons voir ce que le sondage, notre Vox Pop, nous donne. Vox Pop, c'est quoi l'autonomie financière? Pour moi, l'autonomie financière, c'est d'être capable de ne pas dépendre de mes parents. Je pense que c'est pouvoir répondre à ses besoins, ses dépenses sans s'endetter. Pouvoir subvenir à ses besoins sans dépendre de quelqu'un d'autre. Donc, en travaillant, en mettant de l'argent de côté et pouvoir vivre sa vie de tous les jours, dépenser comme on le veut. Selon moi, c'est avoir la capacité de ne pas dépendre d'une certaine job pour devoir subvenir à tes besoins financiers. Je dirais que l'autonomie financière, c'est de pouvoir t'acheter ce que tu veux sans que ça t'amène trop de dettes. C'est assez flou comme définition, je dirais, là, mais... De pouvoir dépenser sans vraiment penser à son compte en banque, pas dépasser son budget, dans le fond. C'est ça pour moi, là. Selon moi, l'autonomie financière, c'est quand on dépend de personne pour s'autosuffire. Dans le fond, avec ce qu'on gagne, on peut payer tout ce qu'on a besoin de payer. On n'a pas besoin de nos parents ou de quelqu'un d'autre pour nous aider financièrement. Bon, tu vois, c'est pas juste pour moi que c'est flou l'autonomie financière. Tu sais, moi, au début, je pensais que l'autonomie financière, c'était partir en voyage, avoir un surplus d'argent, m'amuser, et puis voilà, pouvoir manger des sushis à volonté à chaque jour de ma vie. C'est quoi là, l'autonomie financière? Mais j'adore les réponses qu'on donne parce qu'ils ont tous une bonne partie de la réponse. On a entendu, je ne veux pas être dépendant de quelqu'un, je veux subvenir à mes besoins. C'est ce sentiment d'être, pas avoir besoin de quelqu'un d'autre. Donc, la définition de l'autonomie financière peut varier pour chaque personne, même dépendamment de l'âge de la personne. Mais en gros, c'est quelqu'un qui va être autonome financièrement, va peut-être aller travailler, mais pas pour avoir l'argent, mais pour le besoin de s'accomplir. En d'autres mots, tu pourrais partir, par exemple, 2-3 mois et tu aurais quand même des rentrées d'argent qui rentreraient sans faire d'emprunt, par exemple. Donc, c'est être autonome à faire des choix. Donc, ça voudrait dire, par exemple, avoir des revenus comme passifs qui peuvent venir, par exemple, de logements locatifs ou de placements. Donc, en fin de compte, tu peux rester à vaguer tes occupations et quand même avoir des rentrées d'argent. Tu sais, ce que je trouve étrange, c'est que c'est pratiquement la première fois que j'entends ce mot-là, l'autonomie financière. Donc, j'imagine que c'est quelque chose que peu de gens réussissent à atteindre. Est-ce que c'est difficile d'atteindre l'autonomie financière? Mais c'est sûr que ce n'est pas quelque chose qui est évident, mais je dirais que tu as un avantage, ou beaucoup de monde ont un avantage, contrairement à d'autres personnes, c'est le temps. Je veux dire, on s'entend que le temps est un avantage. Tu as sûrement entendu le vieil Adon qui dit « plus tu es jeune, plus tu commences tôt, plus c'est facile ». Donc, c'est sûr que ce n'est pas toujours évident, mais le temps joue avec toi. Puis, c'est une question de choix aussi. Hein? Je ne suis pas ici faire la morale, là. Je ne peux pas te dire quoi acheter puis quoi pas acheter, mais sois conscient que chaque décision que tu vas prendre va avoir un impact sur ton autonomie financière. Donc, c'est une question de choix. Puis, des fois, il faut juste savoir à qui demander. Tu sais, avoir quelqu'un comme un conseiller ou comme dans le parrain, un consigliere qui est là pour lui donner des conseils ou avoir quelqu'un avec qui échanger. C'est peut-être ça aussi, des fois, l'idée d'avoir quelqu'un qui en fait prendre des décisions importantes. Non, mais moi, c'est pas pour me vanter, mais j'ai déjà 2 conseillers financiers à la maison. Mon père, ma mère. Non, mais ils n'ont pas de diplôme pour être conseiller financier, mais eux, ils touchent à l'argent depuis des années. Donc, j'imagine que je peux demander à mes parents. Oui, je peux demander à tes parents, puis je pense que ce n'est pas un mauvais point. Mais je te rappelle de quelque chose. Toi, tu me dis que tu es étudiant, tu es dans le milieu un peu artistique, tu aimes ça. Peut-être que tes parents avaient un travail, un genre un 9 à 5, avec un fonds de pension, et étaient là pendant 40 ans à la même place. Tandis que toi, tu prends des contrats à la pige. Donc, ça peut être vice-versa. Toi aussi, tu peux avoir, par exemple, un emploi 30 ans à la même place, ce qui m'étonnerait, mais peut-être qu'eux étaient travailleurs autonomes. Donc, des fois, les parents, leur réalité est complètement différente de la tienne. Donc, je pense que tout parent veut le bien de son enfant, mais des fois, la réalité qu'eux ont vécue ou leur connaissance ne fonctionne pas toujours avec la tienne. Non, effectivement, c'est un bon point que tu marques. Effectivement, ce que les parents font, c'est pas toujours homogène avec ce qu'on veut faire, nous. Financièrement parlant, c'est directement touché. D'ailleurs, on a demandé à des gens au sein de Vox Pop s'ils ont déjà demandé des conseils financiers à quelqu'un d'autre que leurs parents. Action! Oui, mais c'était pas très fructueux. Absolument. Oui. J'ai déjà demandé à ma banque parce que, justement, c'est comme le crédit, tout ça, je comprenais pas trop comment ça fonctionnait. Non, jamais. Je fais juste référence à mon père ou à ma sœur, par exemple. Oui, j'ai fait quelques rencontres avec des conseillers financiers à ma banque, mais c'est surtout mes parents. Non. Je n'ai même pas aussi demandé à mes parents. Oui, à mon banquier avec qui j'ai ouvert mon compte de banque.
j'estime que je n'ai pas forcément suffisamment d'argent pour pouvoir faire appel finalement à un conseiller. En fait, c'est juste que je me demande l'intérêt en fait, parce que je ne suis pas une entrepreneur, je sais pas, je fais pas de trucs particuliers dans le fond. Donc, ce qui fait que je me demande pourquoi en fait avoir un conseiller. Je sais pas pour toi, Nicolas, mais moi, il y a un commentaire qui m'a vraiment rejoint. Hein, surtout quand on est étudiant, on fait moins d'argent. Des fois, on a même 0 dans le compte. Ça sert à quoi de gérer le vide, de gérer le néant? Mais tu vois, ce point-là est intéressant parce que c'est une vision que beaucoup de monde ont. Mais je veux que le monde comprenne qu'il y a tellement d'autres aspects que simplement le côté placement. Et quand on est plus jeune, il y a le côté de la gestion de la dette, le budget. Et des fois, tu as peut-être besoin d'aide pour te mettre sur la bonne voie ou partir du bon pied. Puis c'est là que le conseil vient, là. Non, effectivement. Moi aussi, j'avais ce même réflexe-là. Puis d'ailleurs, moi aussi, ça a été mon commentaire préféré dans la vidéo. Si j'ai 0 $ dans mon compte, ça sert à quoi de gérer 0 $? Mais ce que tu découvres, au fond, c'est que le 0 $, c'est pas 0. C'est des entrées et des sorties qui ont fait en sorte que ça a donné 0. Puis ces entrées-là, ces sorties-là, grâce à vous, les planificateurs financiers, on peut les optimiser. Donc, écoute, moi, ça me donne le goût là, de prendre rendez-vous tout de suite là, avec un planificateur financier. OK, mais c'est pas ça. Tu me donnes le temps de retrouver le numéro. Oui, mais est-ce qu'on est live? Merci. Pourquoi tu m'appelles? Ah, c'est toi le planificateur financier? Ah, ben, j'ai la chance de t'avoir directement devant moi en live. T'es pas obligé de m'appeler. Tu sais, tu peux faire comme pas mal tout le monde qui nous écoute présentement. Il y a le code QR. Le code QR! Le code QR qui arrive en bas de l'écran. Très simplement, avec ton téléphone, tu le scannes, tu prends une photo. Ça va t'amener à notre application Calendly pour prendre un rendez-vous. C'est peut-être plus facile que d'appeler quelqu'un pendant qu'il est en Facebook Live. Les codes QR, c'est vraiment à la mode dans ces derniers temps. Peu importe où tu vas, les menus dans les restaurants, partout, les codes QR, c'est super à la mode. On adore. D'ailleurs, ça donne le goût de voir plus souvent un conseiller financier. Et ça m'amène à ma prochaine question. La fréquence pour aller voir un conseiller financier. Est-ce que ça devrait être une fois par année? Une fois par semaine? 52 fois par quadrilatère de panthère de... Ce que je dis fait aucun sens? Écoute, c'est une excellente question. Puis la manière que je dois l'apporter, je vais te poser une question. Ton dentiste, tu le vois à peu près quoi ou combien de fois par année? Peut-être une fois ou 8 ans. Une fois 8 ans? OK, on va prendre notre exemple. Quelqu'un de normal va peut-être voir son dentiste une fois par année ou 6 mois ou 9 mois ou voir son médecin. C'est toujours recommandé de faire un examen annuel. Que tu sois en santé ou tu as des belles dents ou des caries, tu vas le voir une fois par année. C'est sûr que c'est un événement marquant. Je prends mon exemple de dentiste, tu as une carie, tu ne vas pas attendre ton prochain rendez-vous, tu vas aller prendre le rendez-vous le plus rapidement possible. C'est le même concept avec ton conseiller financier. Tu devrais au moins le voir une fois par année ou aux 2 ans, tout dépendamment. Et s'il y a un changement, un événement de vie, tu te rappelles qu'on parlait des événements de vie, changement de travail, peut-être augmentation importante au salaire, nouvelle relation, mariage, décès, enfant. Donc, c'est tous des événements qui peuvent avoir un impact financier pour toi et ou les autres personnes. Donc, la règle de base, une fois par année, une fois aux 2 ans, puis à tout événement important, c'est là que tu devrais voir quelqu'un. Mais là, tu parlais de dentiste. On choisit son dentiste, on choisit son plombier, on choisit son médecin. Mais comment est-ce qu'on fait pour choisir le bon conseiller financier? C'est une question qu'on a du public en ce moment. Ah, ça, c'est une bonne question. Puis, je dirais qu'il y a certains points qu'il faut regarder. Premièrement, quand tu vas rencontrer un conseiller financier, bien, tu vas regarder s'il détient toutes les accréditations puis les licences pour pouvoir te donner ces conseils-là. Ah, moi, je ne pourrais pas devenir conseiller demain. Non, il y a des règles à suivre, des examens à faire et des licences à obtenir. Non seulement ça, tu vas vouloir savoir peut-être aussi comment il se fait rémunérer. Pour cette personne, c'est important. Mais je te dirais, une des choses les plus importantes, c'est la confiance. Évidemment. Si tu n'arrives pas à avoir confiance à la personne avec qui tu fais affaire, ça ne marchera pas. Parce que dis-toi quelque chose. Quand tu vas... Donc, on se rencontre, toi et moi, tu vas mettre à me dire, bien, voici ce que j'ai, voici ce que je voudrais avoir, voici les placements que j'ai, les dettes que j'ai. C'est comme se mettre financièrement à nu devant quelqu'un. Puis il faut avoir un certain confort pour faire ça. Tu ne peux pas faire ça avec n'importe qui. C'est intimidant quand même de sortir son portefeuille et même de sortir son compte bancaire et de dire à quelqu'un, gère ça. Bien, c'est pour ça. Donc l'idée, en fin de compte, c'est d'avoir cette confiance-là, ce confort-là. C'est pour ça que beaucoup de monde tente d'aller vers leurs parents parce que leurs parents, ils ont confiance en eux, ils les ont mis au monde, ils les ont aidés. Donc, c'est sûr que ce côté-là est intéressant, mais avoir l'avis d'un expert est toujours très apprécié. OK, mais toi, tu travailles chez Service d'investissement Ferric. Qu'est-ce que vous faites exactement? Oui. Je veux pas
Oui, c'est sûr que j'ai un petit parti pris qu'on parle de conseiller. Chez Service d'investissement féerique, on en parle depuis tantôt avec le code QR pour prendre le rendez-vous avec nos conseillers. L'objectif pour nous, c'est qu'on aide, en fin de compte, les ingénieurs, les étudiants en génie ou les gens qui sont dans le monde du génie avec tout le côté placement qu'ils peuvent avoir, que ce soit pour l'épargne pour la retraite, que ce soit pour l'épargne pour leur entreprise, que ce soit pour des REER, que ce soit pour leur enfant, pour le régime épargne études. Donc, on fait beaucoup à ce niveau-là. Je te dis que nous, c'est dans notre ADN, aider le génie. Donc, c'est sûr que, comme je te dis, j'ai un parti pris, je pense qu'on a des excellents conseillers chez nous. Donc, par exemple, moi, j'étudie en ingénierie, je fais mon budget sur une feuille de papier, je ne comprends pas trop les finances. Je devrais peut-être essayer de vous faire un petit coup de fil ou de vous faire un petit coup de QR. Je te recommande fortement de nous donner un petit coup de fil ou de prendre le rendez-vous. Moi, y penser, mais avant tout, revenons au Vox Pop. Comment qualifierais-tu tes connaissances en matière d'investissement actions? Peu élevé. Je m'y connais un peu, mais disons dans le average, dans la moyenne. Pas grande. Je dirais débutant. Je considère mes connaissances comme étant très faibles. Bonne, mais je suis pas quelqu'un qui a étudié en finance, fait que j'ai toujours plus à apprendre. C'est pour ça que je lis beaucoup de livres puis je pose beaucoup de questions. Pas tant que ça. Aucune, juste aucune. Je pense que mes connaissances sont OK. Pas très élevé. Je connais des petites affaires de base, mais pas grand-chose. Je pense qu'elles sont basiques. Elles ne sont pas très élevées. J'ai lu quelques livres sur le sujet. J'ai des connaissances de base. Bon, alors on voit qu'il y a des gens qui ont des connaissances basiques, d'autres acides. Donc, la moyenne, elle est pas mal moyen poche. Est-ce que tu trouves qu'ils sont un peu... Moi, je pense qu'ils sont durs avec eux-mêmes. Tu sais, c'est dur de... Tu sais, quand c'est très vague, l'investissement. Moi, je suis sûr qu'ils se donnent peut-être une note qui est plus basse. Tu fais un examen, tu penses que tu as coulé, mais tu as bien fait. Moi, je pense qu'ils en connaissent plus qu'ils pensent. Honnêtement, moi, toi, tu es planificateur financier, on le dit depuis tout à l'heure, mais moi, je suis étudiant en ingénierie. Je ne sais pas c'est quoi la différence entre un fonds de placement commun et actions et obligations. Moi, j'ai juste l'obligation d'aller à mes cours, hein, donc je ne connais pas trop. Oui, non, tu as raison. Puis pour beaucoup de monde, c'est assez mélangeant. Puis je donne un exemple. Chez Gestion féerique et Service d'investissement féerique, nous, ce qu'on offre, c'est des fonds communs de placement. Puis pour beaucoup de monde, le mot fonds commun de placement est quelque chose qui ne veut pas dire grand-chose. Mais si je te disais... Mais c'est simple, c'est que vous allez tout en même temps dans une salle puis vous investissez en... Non, c'est pas tout à fait c'est un fonds ça. commun. Là. Oui, mais tu as raison. Commun veut dire que c'est un regroupement de personnes. Disons que toi, tu as un 100 $ que tu voudrais investir. Okay. Il y a plein d'options. Je l'investis en allant m'acheter des sushis. Ça te tente, mais moi, je te conseillerais peut-être de... Ça, c'est plus une dépense, pas un investissement. Donc, si par exemple, tu voulais investir 100 $, mais il y a plein de compagnies dans lesquelles tu aimerais investir, mais tu ne peux pas, tu as juste 100 $. Donc, le but d'un fonds commun, c'est de regrouper. Dans mon exemple, je prends un exemple de fonds commun d'actions, mais plusieurs compagnies qui ont des actions. Et là, tu vas pouvoir acheter avec ton 100 $ une part de ce fonds qui va détenir plusieurs actions. Mais là, ce que je trouve bizarre, c'est que tu parles d'investissement, fonds de placement. Moi, chaque fois qu'on parle d'investissement, on dit CELI et REER. On disait comme... Oui. Je m'attends à ce que tu dises CELI et REER quelque part. Parce que chaque fois qu'on parle d'investissement, il y a toujours quelqu'un qui dit CELI, REER. OK, bon. Tantôt, on parlait de CELI, REER, puis on voulait en parler, on en parle maintenant. CELI, REER, là, voilà comme un vase, comme un verre d'eau, okay, ou notre verre qu'on a ici présentement. Okay? Toi, tu as le CELI, moi, j'ai le REER. Okay? À la base, c'est un verre, il est transparent, il n'y a rien dedans. Là, on a de l'eau dedans. On pourrait avoir du coke, on pourrait avoir du jus, on pourrait avoir une bière, si on voulait, là. Ça dépend de nous. Donc, le but d'un CELI de REER, c'est un vase, c'est un contenant. Ils ont des caractéristiques. L'argent va croître à l'abri de l'impôt. Si, par exemple, je fais un retrait, bien, j'en paye avec un REER. Avec un CELI, bien, quand je retire, je n'ai pas d'impôt à être payé ou sur les gains que j'ai faits. Mais le produit que tu vas mettre à l'intérieur, ça peut être un fonds, comme ça peut être autre chose. Donc, le CELI, le REER, à la base, ce n'est qu'un véhicule. C'est ce que tu vas mettre dedans qui va compter. Non, je comprends tout à fait, mais là, tu me parles de produits qu'on met à l'intérieur du verre. Est-ce que chez Service d'investissement féerique, vous avez des produits? Oui. Comme je te disais, nous, on fait des fonds communs de placement. Puis je pense que je vais t'expliquer un peu comment on est un peu structuré à ce niveau-là. Donc, rappelle-toi que Gestion féerique et Service d'investissement féerique sont deux OBNL, un organisme à but non lucratif. Okay. D'un côté, tu as Gestion féerique et de l'autre côté, tu as Service d'investissement féerique. Okay. Pour garder ça simple, je vais le comparer à un constructeur auto. Okay. Donc, imagine l'auto que tu possèdes ou que tu aimerais avoir. Donc, tu as la maison mère qui détermine la couleur de l'auto, le modèle, les sous-contractants. Donc, eux, ils construisent l'auto.
C'est ce que Gestion Féerique fait. Ils vont construire les fonds, choisir les gestionnaires qu'on va utiliser. Mais toi, qui veux aller acheter l'auto ou l'essayer ou demander conseil, tu n'iras pas voir la maison mère. Tu vas aller voir le concessionnaire. Le concessionnaire, tu vas te faire servir, faire tes changements, rencontrer un conseiller à ce niveau-là. On voit toutes les différences. D'un côté, tu as le constructeur, donc pour nous, c'est Gestion Féerique qui construit le fonds, et Service d'investissement féerique qui fait la distribution ou qui va donner le conseil ou la planification financière qui va avec. Ah, je comprends, c'est super clair. Donc, Service d'investissement féerique vend des automobiles. Non. Je blague évidemment. Pour reformuler un peu ce que tu dis, on peut voir un peu le service d'investissement féerique comme le concessionnaire, entre guillemets, donc le détaillant des produits financiers qui, eux, sont gérés par Gestion Féerique. C'est exactement ça. Je pense que je l'ai compris quand même assez rapidement. On peut-tu m'applaudir un peu, s'il vous plaît? Merci. J'ai une autre question pour toi, Nicolas. Bien sûr. On parle souvent d'investissement, bon, disons, responsable dans les médias. Hein, c'est vrai qu'il faut être prudent. Je comprends pas plus que ça la notion. Est-ce que tu peux... Tu as bien raison. Puis on commence à en entendre de plus en plus parler. Hein? C'est quelque chose qui de plus en plus se relève, mais il faut se rappeler que l'investissement responsable, c'est pas nouveau. Ça fait des années que ça existe, mais on dirait que depuis quelque temps, la lumière a été faite sur ces types de placements-là. Puis, avant que je t'explique un peu comment nous, on voit l'investissement responsable, j'aimerais voir qu'est-ce que les gens pensent de c'est quoi l'investissement responsable. Action Vox Pop. Investir en tenant compte de où est-ce qu'on investit, donc en tenant compte de l'impact de notre investissement. Selon moi, l'investissement responsable, c'est tenir compte des principes et des valeurs d'une compagnie avant d'investir. Donc, c'est pas investir en ayant en tête le retour de profit seulement. Je pense que c'est investir de l'argent dans des compagnies qui prennent en considération l'aspect social, environnemental de ton placement. C'est de choisir des compagnies dans lesquelles tu vas investir qui sont responsables dans la société, que ce soit du côté social ou environnemental. Je pense que c'est le fait d'acheter des actions ou des obligations dans des compagnies qui sont responsables, puis pas, comme par exemple, ce serait plus dans des compagnies qui sont pro-environnementales. Et là, Nicolas, on a beaucoup de réponses super intéressantes. Tout le monde avait l'air de pas mal frôler la réponse. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, je trouve ça super intéressant parce que tu te rappelles, le Vox Pop, avant, ils disaient tous qu'il y avait des connaissances faibles, ils n'étaient pas certains de comprendre, mais on a clairement vu qu'il y en a qui parlaient d'obligations, d'actions, d'investir dans des compagnies. Donc, ils se discréditaient un peu, je trouve, mais ils en connaissent beaucoup plus qu'ils pensent. Donc, ça, c'est super bien. Puis, ce que j'aimais souvent, c'est qu'ils parlaient vraiment des critères ESG qu'on utilise. Quoi? Les critères ESG. ESG, école, sabbatique. Non, regarde. Grow and Land. Non. C'est plus simple que ça. Ce sont les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance qu'on utilise. Effectivement, ils en ont parlé. J'avais compris un peu. Je viens de faire le lien. C'est super, mais ça fonctionne comment exactement? Est-ce que Féerique intervient en quelque sorte dans le processus social et environnemental? Écoute, tous les choix de placement qu'on fait passent par notre lunette ESG. Mais on ne contrôle pas la compagnie, il faut comprendre ça. Notre travail, c'est d'essayer d'influencer l'entreprise. Donc, comment est-ce qu'on fait ça? Bien, il y a 3 axes qu'on va regarder. On va, bien sûr, aller voter. Donc, on va participer aux assemblées annuelles et on va pratiquer notre droit de vote. On va, après ça, choisir des gestionnaires qui vont prendre en considération les critères ESG qui sont si importants pour nous. Et finalement, on va avoir un dialogue avec ces entreprises-là. Bon, là, Nicolas, tu parles d'environnement, social, politique, mais qui dit toutes ces choses-là dit débat. Est-ce que ça va affecter mon rendement, moi, en tant qu'investisseur? Ah, c'est une bonne question. On s'avait souvent posé, puis la réponse simple, c'est non. Il y a plusieurs études qui démontrent que le rendement tend à être identique. Donc, pas d'inquiétude à ce niveau-là. Super, alors. Ouais, mais là, qui dit rendement dit aussi le moyen terme, le court terme, le long terme. Et moi, je dois être honnête avec toi, mon profil investisseur, des fois, c'est d'avoir un peu la fin d'avoir du rendement à court terme. Je mets de l'argent, le lendemain, je fais x2. Allez, je prends tout. Mais je suis au courant que l'investissement, c'est pas le casino. Mais comment est-ce que je devrais rectifier mon tir par rapport à ça? Bien, tu sais, le placement, moi, je le vois plus comme un long terme. Parce que rappelle-toi, un placement, c'est du rendement composé. Donc, comment ça fait? C'est que tes petits font des petits. Attends, excuse-moi. Je viens de... T'as dit composer? Oui. Composition musicale. Rendement composé. Rendement composé. Non, t'aimes pas ça? OK. Non, j'aime pas ça. Je peux réessayer. Non, j'aime ça, mais c'est... composé. J'aime ça, mais
c'est peut-être pas la place. Donc, écoute, rendement composé. OK, je vais te donner un exemple extrêmement simple. Tu as 100 $ OK, j'ai 100 $ que tu as investi. Oui, j'investis. À 5 À 5 Au bout d'un an, tu as 5 $. Oui, donc tu as 105 $ dans ton compte. Exactement. 100 plus 5, 105, Voilà. ouais. L'année suivante, tu fais un autre 5 Parfait. Sur le 100 $. Sur le 105. Comprends-tu? Donc, tu fais de l'argent sur l'intérêt que tu as fait de l'argent. Donc, ça peut commencer petit et ça commence à augmenter. C'est ça, ça ne demande pas un bac en génie pour comprendre que c'est exponentiel, tout ça. C'est une belle science, c'est super. Mais là, bon, pour créer cet effet exponentiel-là, il faut gérer ça. La gestion Féric le fait, mais il faut qu'elle ait un peu d'argent en retour. Comment est-ce que ça fonctionne au niveau tarif, au niveau... Tu as bien raison, parce qu'un fonds commun de placement, c'est plate, mais il y a toujours un frais de gestion qui est associé. Il faut payer le gestionnaire qui fait le travail. Exact. Donc, rappelle-toi que je t'expliquais plus tôt que gestion Féric ainsi que services d'investissement Féric sont des OBNL, des organismes à but non lucratif. Donc, tout bénéfice qu'on fait va être réinvesti soit sur notre plateforme web, le service, et ou baisser notre frais de gestion au plus bas qu'on est capable de l'amener. Donc, en fin de compte, c'est le même concept que mon rendement composé. Si, par exemple, tu as un rendement de 5 mais qu'on te charge un frais de 2, il t'en reste 3. Si tu as le même 5 de rendement, mais qu'on t'en charge 1, il t'en reste 4. Donc, cette différence de 1 même concept, au bout de plusieurs années, va te permettre d'avoir... Donc, ça te permet de bénéficier d'une plus grande part du gâteau qui, lui, est exponentiel. Exactement. Ce qui est vraiment bien. Sur moi, ça fait toute la différence. Donc, j'invite tout le monde dans les commentaires. Vous savez quoi faire. D'ailleurs, prochain point, comme tu le savais, tu m'en as appris beaucoup aujourd'hui. Puis je pense que ça me donne un peu envie d'en apprendre un peu plus, de changer ma feuille de papier pour quelque chose d'un peu plus sérieux, de changer mes habitudes. Tu aurais peut-être quelque chose à me proposer. Je ne sais pas, est-ce que je devrais y aller avec un Excel? Écoute, tout est bon sur la table. L'important, je ne suis pas contre ton papier. Je pense que ce qui est important, c'est si tu fais sur ton papier, garde-le toujours sur le dessus de ta pile. Rappelle-toi que ton budget va évoluer, va changer. C'est sûr que beaucoup de gens maintenant préfèrent l'application qui peut donner des alertes quand tu dépenses trop ou tu as encore du lousse. Donc, ça devient vraiment plus intéressant. Mais l'important, c'est de le suivre. C'est surtout ça. C'est pas un « je le fais et je l'oublie ». D'ailleurs, je suis pas mal sûr que je suis pas seul à être dans cette situation-là. Il y a probablement beaucoup de gens dans les commentaires ou tout simplement dans la société en général qui en savent pas nécessairement trop au sujet du budget et qui en connaissent pas assez sur le REER, le CELI, les différents types de placements. Donc, je vous invite à rejoindre le site Internet de Féric pour en apprendre davantage, connaître les différents produits, les différentes ressources et de rejoindre le webinaire du 17 novembre prochain. D'ailleurs, toutes les infos seront dans le chat. Et là-dessus, je vous dis à la prochaine. À la prochaine. J'ai perdu comment on fait la prononciation. Je pense qu'on peut terminer là-dessus. Massi qui ne sait pas comment prononcer. À la prochaine. Salut tout le monde. Aujourd'hui au menu, mesdames et messieurs, aujourd'hui au menu. Investissement responsable, tu dis? Georges, envoie-moi le beat. Je m'occupe de ça. Aujourd'hui, on parle d'investissement responsable pour le bien de l'environnement, pour un futur respirable. ESG, y a pas d'excuse, pas d'excuse. ESG, toute compagnie incluse. Utiliser son pouvoir d'actionnaire pour pousser les entreprises à prendre des décisions qui respectent les critères ESG, pas d'excuse.